Vous savez, et je vais parler là sous le contrôle de l'éminent historien qui est notre ambassadeur. Je n'ai pas été à la rencontre de Yamoussoukro sur le cinquantenaire, donc je n'ai pas pu dire la thèse que je vais développer maintenant. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, probablement. Je ne suis pas historien, donc je peux me tromper, c'est pour ça que je dis qu'il prendra la parole tout à l'heure. Il me semble que la génération Houphouët et Houphouët lui-même ont engagé la lutte de libération nationale, d'émancipation. Et à un moment donné, Houphouët a été confronté à un problème. Fallait-il engager son peuple dans une véritable lutte de libération nationale, donc dans une guerre de libération nationale, comme ça fut le cas en Algérie et dans les colonies portugaises, ou fallait-il accepter un compromis et un nouveau pacte colonial avec l'ancien colonisateur pour faire l'économie de la guerre à son peuple? Je crois qu'il a fait le second choix. Et en fait, le second choix, il a accepté ce compromis. Et l'indépendance a été octroyée. À partir de ce moment, on a formaté l'État en fonction d'Houphouët-Boigny, de sa position, de son statut, du rôle que la France voulait lui donner et donner à son pays, la Côte d'Ivoire. Alors c'est simple, juste à côté de l'aéroport national, on a créé le camp militaire français, le 43e BIMA, qui était là et qui veillait au grain pour la sécurité du régime. Au palais de la présidence, on a laissé en place le dernier gouverneur colonial, Guinéré. Et puis Belkiri est secrétaire général de la présidence, un Français, donc Guinéré. Et le ministre de l'économie et des finances était un Français. Donc voilà un régime cousu sur mesure. On a signé donc les accords de défense pour sécuriser tout ça. Alors le vrai dispositif de défense nationale pour le régime d'Houphouët, c'était la force française, le 43e BIMA. C'était là toute sa sécurité. Donc comme il avait le bénéfice de ce parapluie militaire français, il a créé juste une armée pour faire bonne figure. Donc cette armée existait comme une espèce de bureaucratie galonnée, uniformisée, qui fonctionnait et dont il avait, et avec laquelle il avait un rapport de je t'aime moi non plus. Alors quelquefois, on essayait de voir comment faire progresser le budget de la défense nationale, mais c'était surtout pour entretenir la classe des officiers, pour avoir la paix sur ce niveau. C'est vraiment, véritablement, avec le boom du café cacao des années 70 qu'il a cherché à équiper l'armée. Donc, 7 Alpha Jet achetés en France, et puis quelques équipements, des bâtiments de guerre, puis c'était tout. Bon, l'armement terrestre s'est limité à quelques moyens d'artillerie lourdes. C'était somme toute une petite armée qui n'avait pas de capacité de feu avérée. D'ailleurs, lorsqu'il a fait la montée en puissance et que certains officiers ont commencé à montrer quelques velléités, il a frappé. Et puis, il s'en est tenu à ce niveau. On n'a plus vraiment renouvelé l'armement stratégique de cette armée pendant toutes ces années. Houphouët est parti, Bédié lui a succédé par la volonté d'Houphouët. Donc, c'était un continuum. Et puis, il y a eu l'irruption des militaires et nous sommes venus ensuite comme un troisième larron pour chipper le pouvoir. Bon. À partir de ce moment-là, il faut bien se rendre compte que ce régime n'était pas cousu sur mesure pour nous. Nous étions, comme disait le président de la République, un bug au sens informatique. Et comme le dispositif premier, les accords de défense, n'étaient pas conçus pour nous, évidemment, on était à découvert. On n'avait plus de parapluie. Donc il fallait rapidement, par nous-mêmes, former une armée, l'équiper en conséquence pour assurer la sauvegarde nationale. C'est ça que mes camarades de parti n'ont pas compris. Il faut bien comprendre que le Front populaire est un front de plusieurs cellules clandestines venues des divers gauches, les maoïstes, les trotskistes, que sais-je encore, tout ce que nos aînés brassaient ici, au quartier latin, dans la Fianf, tous ces gens-là sont arrivés. Donc, ce sont des gens qui avaient une méfiance à l'égard de l'armée. C'est l'instrument de réactionnaire. L'armée était perçue par les gens de gauche comme quelque chose d'abject. Donc quand moi je posais les problèmes militaires en conseil des ministres, on me regardait, mais d'où il vient ce Prussien militariste? Alors un ami m'a demandé, mais tu crois que ton armée là, ça sert à quelque chose? Donc j'ai été un peu piégé par cet assemblage de groupuscules de gauche qui n'ont pas vraiment compris qu'un État phare comme celui de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, devait également avoir l'armée la plus forte. C'est pourquoi le vote de la loi de programmation a été retardé et que, bon, on n'a pas pu donc équiper l'armée comme il se devait. Je donne un exemple
Lorsque le premier coup d'État qui a été tenté le 7 et 8 janvier 2001 a avorté, mes chefs militaires sont venus me voir pour faire le point et ils m'ont dit: Monsieur le ministre, nous avons eu la chance parce qu'on n'avait même pas assez de munitions pour tenir 72 heures de combat. Heureusement que nous en avons fini, nous en avons terminé en 24 heures. L'armée de l'air, notre armée de l'air, une petite armée, 911 personnes. On avait 79 fusils. Bon, je donne simplement ces deux informations pour que ça serve. Donc, on était dans cette situation lorsque les rebelles ont frappé. Ils ont frappé parce qu'ils étaient bien informés. Ils étaient bien informés. Écoutez, vous avez une belle villa, vous y installez, bon, et vous demandez à une société de gardiennage de vous aider à assurer la sécurité de votre villa. Si la société de gardiennage elle-même est en complicité avec les brigands, vous n'avez plus de défense. Les révélations du ministre Lida Kwasi font trembler la République. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'a jamais contrôlé sa propre défense. Sous Ouattara, la France tient les clés de notre armée et de notre sécurité. Mais un peuple qui confie ses armes à l'étranger a déjà perdu la moitié de sa liberté. Quand le ministre Lida Kwasi parle, les vrais patriotes écoutent. Car cet homme a été aux premières loges de la tragédie ivoirienne. Il a vu, de ses yeux, les failles de notre système de défense, les compromissions d'un État livré depuis des décennies à une tutelle étrangère. Ces révélations ne surprennent pas vraiment ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais elles blessent profondément notre fierté nationale. Car entendre qu'un pays comme le nôtre, qui se dit souverain, indépendant, fort de plus de 60 ans d'existence, n'a pas les moyens de se défendre, c'est admettre que notre indépendance n'a jamais été qu'un mot. Depuis Félix Houphouët-Boigny, la France n'a jamais vraiment quitté la Côte d'Ivoire. Elle s'est simplement cachée derrière des sourires diplomatiques, des accords militaires, des coopérations amicales et des bases dites stratégiques. Nous avons grandi en pensant que notre armée était une armée nationale. En vérité, c'était une armée sous tutelle. Chaque décision, chaque formation, chaque orientation stratégique passait par Paris. Même nos officiers les plus brillants devaient recevoir l'onction française avant d'espérer grimper dans la hiérarchie. Et le pire, c'est que cette dépendance n'a fait que s'aggraver sous le régime du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus qu'un poste avancé de la stratégie militaire française en Afrique de l'Ouest. Le pays abrite des bases étrangères, accueille des instructeurs, dépend d'un matériel importé, et forme ses soldats selon les doctrines de ceux-là même qui ont bombardé Abidjan en 2011. Peut-on imaginer une humiliation plus grande? Comment un peuple peut-il dormir en paix quand sa sécurité dépend de ceux qui ont autrefois versé son sang? Lida Kwasi a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup taisent. Nous ne contrôlons ni nos armes, ni nos frontières, ni même nos institutions de défense. Sous Alassane Ouattara, cette servitude s'est transformée en système. Il n'a pas cherché à construire une armée nationale, il a préféré consolider une armée loyale à la France et à ses intérêts. Cette armée, instrumentalisée, n'est plus celle du peuple. Elle est devenue un outil de répression interne, une force de maintien du pouvoir. Pendant que les Ivoiriens s'entre-déchirent pour des élections, pendant que des jeunes meurent dans les rues pour réclamer la liberté, des militaires étrangers circulent librement dans nos bases, décident de nos stratégies, orientent nos alliances. Ce n'est plus un secret pour personne, le véritable ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire n'est pas à Abidjan, il est à Paris. La souveraineté militaire ivoirienne est un mirage. Et quand un État ne contrôle pas son armée, il ne contrôle rien. Car la défense est le cœur même de la nation, le garant de son existence. Sans une armée nationale, indépendante, disciplinée, loyale à la patrie et non à un clan, un pays n'est qu'un drapeau sans âme. Ce constat est d'autant plus douloureux que le peuple ivoirien, lui, a montré son courage. Il a résisté, il a souffert, il a payé le prix fort. En 2011, quand les bombes pleuvaient sur Abidjan, nos jeunes patriotes affrontaient des chars avec des pierres et des drapeaux. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire n'avait peut-être pas d'armes, mais elle avait encore son honneur. Aujourd'hui, elle a des armes, mais plus d'honneur. Parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Parce qu'elles servent à protéger un système, pas une nation. Comment peut-on parler d'indépendance quand chaque décision stratégique doit être validée par l'Élysée? Comment se dire libre quand notre monnaie, notre économie, notre sécurité, notre diplomatie sont encore dictées de l'extérieur? Ce n'est pas un hasard si la France tient tant à contrôler notre armée.
elle sait que la force d'un peuple libre réside dans sa capacité à se défendre lui-même. Et tant que nous resterons dépendants de ses soldats et de ses équipements, nous resterons prisonniers de ses décisions. Le président Laurent Gbagbo l'avait compris. C'est pourquoi il a cherché à construire une défense souveraine, une armée du peuple. Mais on ne bâtit pas une indépendance sur un terrain miné. À peine avait-il commencé à poser les bases d'une autonomie militaire que les puissances étrangères se sont liguées contre lui. Son erreur ? Avoir voulu dire non à la tutelle, non à la soumission. Sa chute fut orchestrée non pas par le peuple, mais par ceux qui avaient intérêt à maintenir la Côte d'Ivoire dans la dépendance. Et aujourd'hui, nous en payons encore le prix. Le régime actuel ne cherche pas à rompre ses chaînes. Au contraire, il les renforce. La France a trouvé en Alassane Ouattara le parfait relais de sa stratégie, un président formé dans les institutions financières occidentales, convaincu que le salut de l'Afrique passe par la main de l'Occident. Pour lui, dépendre, ce n'est pas une faiblesse, c'est un modèle. Et pendant qu'il se pavane dans les forums internationaux, la jeunesse ivoirienne rêve de partir, de fuir ce pays où l'on ne décide plus de rien. Mais il ne faut pas se tromper, cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques, de compromissions, de trahisons. Et ce que les hommes ont fait, d'autres hommes peuvent le défaire. La Côte d'Ivoire peut se relever, reconstruire une armée nationale, se doter d'une économie souveraine, retrouver son indépendance véritable. Il suffit d'une volonté politique, d'un courage collectif, d'une mémoire retrouvée. Nous devons nous souvenir de nos héros, de nos martyrs, de nos combattants tombés pour que la patrie vive. Ils n'ont pas donné leur vie pour que nos frontières soient gardées par des étrangers. Ils n'ont pas souffert pour que notre armée devienne une succursale d'intérêts impériaux. Leur mémoire nous oblige. Nous ne devons plus accepter l'humiliation silencieuse. Nous devons exiger la vérité, la réforme, la rupture. Car tant que la Côte d'Ivoire dépendra de la France pour sa sécurité, elle restera vulnérable, manipulable, colonisée. Nous ne haïssons pas la France. Nous refusons simplement de lui appartenir. Et c'est cela que nos dirigeants doivent comprendre. Un partenariat entre égaux, oui. Une soumission permanente, non. L'Afrique d'aujourd'hui ne veut plus être un champ de manœuvre ni un réservoir d'intérêt. Elle veut être un acteur de son destin. Le cri de Lyda Kwasi doit être entendu comme un avertissement, pas comme un regret. Il ne parle pas pour ressasser le passé, mais pour prévenir l'avenir. Si nous continuons sur cette voie, demain, nos enfants n'auront plus de pays à défendre, car tout aura déjà été vendu ou confié. La souveraineté, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et l'histoire nous jugera selon ce que nous aurons fait pour la reconquérir. Le moment est venu de dire stop. De refonder une armée citoyenne, non inféodée, non corrompue, qui défende la terre ivoirienne, pas les intérêts étrangers. De bâtir une économie libérée du franc CFA, des dettes et des contrats piégés. De redonner au peuple la fierté d'appartenir à une nation debout. C'est cela, le vrai héritage du combat de Laurent Gbagbo, la dignité d'un peuple libre, fier et souverain. Et tant qu'il restera en nous une étincelle de ce feu, la Côte d'Ivoire ne mourra pas.